Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. Après celui de la BID, bientôt un bureau de la Banque africaine de développement en Guinée. C'est du moins ce qui ressort de l'accord d'établissement de ce bureau qui a été signé ce vendredi à Conakry entre la ministre guinéenne du Plan et de la Coopération et le directeur général de la BAD. Selon Mamakani Diallo, cette agence sera non seulement un outil de mobilisation des ressources de l'institution, mais aussi de renforcement des efforts d'exécution des projets et de renforcement des capacités d'absorption du pays. Alseni Diallo. L'ouverture de ce bureau national de la Banque africaine de développement en Guinée devra permettre de renforcer le dialogue politique, la performance du portefeuille économique et son impact sur le développement du pays. Ce porte-monnaie africain va également mieux coordonner les activités de l'institution avec d'autres partenaires au développement. L'ouverture du bureau consiste à d'abord aboutir à une décentralisation de la banque qui se rapproche de ses clients, pour mieux comprendre ses clients, pour mieux discuter, pour mieux échanger et pour renforcer sa présence à travers des opérations réussies et surtout pour avoir des résultats beaucoup plus importants. Mais pour nous, avoir un bureau de la BAD, c'est presque ressurgir après tout ce que nous avons connu comme péripéties dans ce pays-là. On revient de loin. La banque sait que la Guinée a un potentiel important. Et donc, elle est là pour nous accompagner, pour mettre en valeur justement ce potentiel-là, pour que enfin ce pays-là se développe comme il devrait. La signature de l'accord de l'établissement de ce bureau va aussi répondre aux attentes exprimées au plus haut sommet de l'État. Et le directeur général de la BAD ne cache pas ses sentiments. C'est un grand jour parce que c'est le résultat d'une lutte, je dirais, acharnée, de conviction de la part du président de la République et de Madame le ministre. Nous ne sommes pas qu'une banque de financement, mais nous sommes aussi une banque pourvoyeuse de conseils à nos pays. Éclairage, électrification, industrialisation et intégration du continent et l'amélioration des conditions de vie des Africains sont entre autres priorités de la BAD. Et pour le directeur général de cette banque africaine, l'ouverture de ce bureau interguinéen est une aubaine pour l'institution. Le potentiel ici est énorme et tout secteur confondu, agriculture, secteur minier, transport, énergie. Et nous avons donc là la possibilité d'avoir un portefeuille bien nourri, tant public que privé d'ailleurs. Et donc notre présence se justifie dans ce cadre. Et les cadres de la BAD se sont engagés à ce que les portes de cette unité nationale en Guinée soient ouvertes d'ici les mois de juin ou de juillet. La vente électronique des vignettes fait ses preuves. En 14 jours seulement, selon le directeur national des impôts, l'opération a pu mobiliser plus d'1 milliard de francs guinéens. Comme dans ce cadre, la direction compte multiplier des actions de mobilisation sécurisées des fonds pour faire de la Guinée un pays à revenus intermédiaires à l'horizon 2035. Ça, Alou Yambouno. Depuis le 29 mars dernier, les vignettes sont mises à la disposition des détenteurs d'engins roulants. Pour faciliter les achats, la Guinée, à travers la Direction nationale des impôts, a mis en place un système d'achat électronique. Une autre initiative qui entre dans le cadre des réformes entreprises par Aboubakar Marissa Camara, le directeur national de la dite institution, et qui ne reste sans impact positif sur les recettes étatiques. En 10 jours ou 14 jours, on a pu réaliser 1 milliard et 300 millions de francs guinéens de vente de vignettes uniquement par Orange Money. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Guinéens commencent à s'habituer au paiement électronique. La vente électronique des vignettes, une première en Guinée. La démarche suscite des incompréhensions qui ne passent inaperçues aux yeux du directeur national des impôts qui promet d'éclairer dans les prochains jours la lanterne des uns et des autres. Il y a souvent des ambiguïtés. Certains pensent que le détenteur des impôts a des intérêts cachés derrière ce dispositif, ou le ministre du Budget a des intérêts cachés derrière ce dispositif. Tel n'est pas le cas. Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions pour clarifier à la population guinéenne que cette réforme
est une très bonne réforme et que toute la Guinée doit soutenir parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de sécuriser les recettes. Les réformes entreprises par Aboubakar Makissa Camara avaient permis à la Guinée de faire en 2016 une recette de plus de 20 milliards de francs guinéens. Pour cette année 2017, l'ambition du directeur national des impôts est d'aller au-delà des attentes. Synergie d'action des plateformes de la société civile pour le suivi participatif des politiques publiques. C'est la toile de fond d'un atelier ouvert ce samedi à Koya. L'objectif de la démarche, élaborer des outils pour un meilleur suivi participatif des actions de gouvernance sur le terrain. Compte rendu, Saloum Kondé. Il aura fallu une longue réflexion pour la mise en place de cette unité d'action de la société civile guinéenne. Cette initiative vise à faire adapter des politiques publiques aux besoins des populations. Cette fois-ci, nous viendrons ensemble parce qu'il y aura des groupes thématiques. Il y a un groupe thématique santé, un groupe thématique éducation. Quand c'est sur l'éducation, le chef de file du groupe thématique éducation représentera toute la société civile. Quand c'est sur la santé, le groupe thématique santé représentera toute la société civile. L'avantage de ça, on aura accès aux meilleures informations et ceux qui ont de l'expertise, ce sera eux qui participeront aux discussions. Nous ne serons pas là comme des spectateurs, nous serons là comme des acteurs qui peuvent poser des questions, qui peuvent apporter des propositions, qui peuvent s'opposer à certaines choses qu'on estime être contre les besoins de la population. Connaissant l'importance des secteurs ciblés, les partenaires techniques et financiers s'interrogent sur le positionnement des acteurs de la société civile sur le terrain. Dans le futur, voir comment les organisations vont se positionner sur le suivi des politiques publiques. Et à ce niveau, il faut dire qu'il y a deux secteurs qui sont visés par ces groupes. C'est le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, qui sont des secteurs vitaux dans un pays. Comme vous le savez, l'éducation elle est d'une dimension stratégique importante, la santé aussi. Donc nous pensons que si les organisations s'investissent dans ces secteurs-là pour accompagner l'État à travers ce suivi, ça pourrait permettre à nos dirigeants, à nos gouvernements de pouvoir être plus efficients dans l'atteinte des résultats, mais également d'avoir plus de succès dans les réalisations au profit des populations guinéennes. Au terme de cette rencontre, un document sera élaboré pour faciliter le cadre de travail des acteurs de la société civile. Après cette première étape, d'autres secteurs de la vie publique seront les prochaines cibles de cette coalition de la société civile guinéenne pour la transparence dans la gouvernance. Quelle politique de l'enseignement technique et professionnel pour une meilleure qualification du secteur? Sur la question, le ministre de tutelle dit avoir certes des projets de construction de nouvelles écoles, mais pour Damantan Albert Camara, le département a aussi en priorité la formation et la hausse de l'effectif des formateurs qualifiés. On l'écoute. Alors, les projets de construction des nouvelles écoles régionales des arts et métiers vont avec le recrutement des formateurs qui vont non seulement occuper des places dans ces écoles, donc les nouvelles places qui vont être créées, mais également occuper les places qui sont vides dans les centres de formation actuels qui fonctionnent et pour certaines matières qui ne sont pas enseignées. Donc effectivement, il y a 500 nouveaux formateurs qui ont été recrutés. Normalement, il y a un gap de 200 qui est à rechercher dans le lot des fameux engagés non pris en charge, dont on est en train de décanter la situation. Ça devrait permettre d'avoir à terme environ 700 nouveaux formateurs qui vont passer par tous les cycles de formation et pour être à même d'enseigner dans nos différents établissements. Donc la réponse à votre question est oui, nous avons également prévu de recruter les formateurs. Des cadres de la basse-côte, de la Basse-Guinée, je vais dire, étaient mobilisés ce vendredi à Tanene, dans la préfecture de Bofa, dans le cadre d'une manifestation de soutien au chef coutumier de la région, Elhadj Serouna Souma, même contesté par une frange. D'une pierre deux coups, ces cadres ont aussi mis l'occasion à profit pour vanter les actions de développement en Basse-Guinée et insister sur l'unicité du Kuntigi qui est Serouna Souma. Soirée Boubacar compte rendu. Tout porte à croire que cette manifestation est une réponse au camp adverse qui entend introniser notre Kuntigi de la Basse-Guinée après le mois de Ramadan. Fortement mobilisés au stade sous-préfectoral de Tanene, les cadres issus de cette région se sont succédés sur le podium avec un ton ferme pour réitérer leur soutien au Kuntigi Elhadj Serouna Souma. La Basse-Guinée est derrière toi, Elhadj Serouna. Ne crée rien, tu es chez toi. Si Dieu le veut, bien tu resteras à vie notre Kuntigi. Tu es le seul que nous connaissons.
Malik Sankon, un autre fils du terroir, aborde dans le même sens. Elaï Serouna Tanene, nous t'avons choisi et nous sommes derrière toi. Tant que tu vis, tu restes et demeures le Kuntigi de la Basse-Côte. L'autorité morale de la Basse-Guinée, Elhadj Sékouna Souma, a profité de l'occasion pour mettre à l'aise ses détracteurs sur ses rapports avec le président de la République. Moi, je ne réponds à personne. Je suis derrière Dieu. J'ai travaillé avec le président Ahmed Sékou Touré. Lansana Conté, la même chose. Aujourd'hui, je travaille avec Alpha Condé. En plus de cela, Elhadj Sékouna Souma demande aux uns et aux autres d'éviter la politisation de l'affaire du Kuntigi. D'une communauté à une autre, la communauté rwandaise vivant en Guinée commémore ce samedi 15 avril le 23e anniversaire du génocide contre les Tutsis en 1994. Mais en prélude à cet événement grandiose, c'est l'ambassadeur du Rwanda au Nigeria et en Guinée-Conakry, accompagné du président de la communauté vivant en Guinée, qui a animé une conférence de presse à Koléa. Le thème cette année, c'était bien « Commémorons le génocide contre les Tutsis, combattons l'idéologie du génocide et fortifions notre progrès ». Aïssata Fofana pour le compte-rendu. Commémorons le génocide contre les Tutsis, combattons l'idéologie du génocide et fortifions notre progrès. C'est sous ce thème que la communauté rwandaise vivant en Guinée compte se recueillir pour commémorer l'épuration ethnique contre les Tutsis le 7 avril 1994, une date historique où 8000 Tutsis, hommes, femmes et enfants, ont été tués d'après les rapports des institutions onusiennes. Pour l'ambassadeur du Rwanda au Nigeria et en Guinée, cette commémoration est un devoir de mémoire pour tous les fils du pays. Nous devons l'observer à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est une opportunité de rendre hommage aux victimes de la tragédie du génocide. Et en même temps, c'est une opportunité pour les Rwandais et pour le reste de la communauté internationale de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour s'assurer que la même tragédie ne se reproduise plus. 23 ans après ce génocide, les Rwandais tiennent encore à se rappeler de ce douloureux événement qui a permis au pays aujourd'hui de surmonter les clivages ethniques et d'amorcer les bases d'un réel développement économique au niveau sous-régional. Un effort rendu possible grâce à un processus de réconciliation nationale. Le Rwanda fait un progrès énorme en matière de réconciliation nationale. Si bien que, après 23 ans, si vous allez au Rwanda, vous ne pouvez pas vous rendre compte aussi de nos communautés du schisme qui était tellement élargi dont je vous ai parlé. Vous avez des communautés qui vivent côte à côte, qui se sont remariées, qui se mettent ensemble dans cet acte de commémoration. Donc quand vous allez au sein de nos communautés, ce n'est pas les victimes qui font la commémoration, c'est l'ensemble de la communauté qui fait la commémoration. Et on se félicite qu'on en est arrivé là-bas. Et en plus, ce processus de réconciliation nous a permis d'aider les Rwandais à se rendre compte des impératifs de reconstruction du pays. Même si la culpabilité des pays commanditaires et acteurs de ce génocide contre les Tutsis au Rwanda n'a pas été encore clarifiée, l'ambassadeur du Rwanda au Nigeria et en Guinée, lui, trouve regrettable que ces bavures et atteintes aux droits humains n'aient pas été reconnues. Ibrahima Barry, Blasco, a-t-il détourné ou y a-t-il tenté dans le cadre de l'organisation des matchs amicaux du Sili national de Guinée en France et à Bruxelles? Objet d'accusation depuis quelques jours par des médias, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football était ce vendredi face à la presse pour, dit-il, éclairer les lanternes. Il s'agit là des matchs qui ont opposé l'équipe guinéenne à celle du Gabon et du Cameroun. Explication, Moussa Sefa Kamara.
Les matchs amicaux de la Guinée contre le Gabon et le Cameroun ont-ils fait l'objet de surfacturation? En tout cas, dans une émission d'une radio privée de la place, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football a été cité dans une affaire de surfacturation concernant ces rencontres. Ibrahima Blasco Barry, le principal mis en cause, s'est défendu devant les médias en ignorant tous ces propos qu'il qualifie d'allégations mensongères véhiculées par ces journalistes sur les ondes de cet organe de presse. J'ai appelé personnellement une campagne de calomnie, de diffamation, de dénigrement qui a été orchestrée par des personnes qui sont tapies à l'ombre et qui cherchent tout simplement à déstabiliser, non pas le secrétaire général certainement, mais tout le football de notre pays, malheureusement. Après un long exposé en tentant de convaincre l'assistance pour se blanchir dans cette affaire louche, l'accusé a brandi ce qu'il considère comme preuve et avancé des arguments qui lui semblaient efficaces, démontrant son innocence par rapport à ces allégations. Le secrétaire général revient ici sur quelques détails concernant les deux matchs. Le match Guinée-Gabon, qui a coûté 20 000 euros, a coûté 40 000 euros pour le match Ghana-Sénégal. Et dans le contrat que je vais vous donner, il est dit que chaque partie prenne la moitié. Après, il dit, si la seule solution dont je dispose à l'heure où je vous parle est le stade du Havre, le stade Océane. Les frais d'organisation du match sont évalués à 20 000 euros, incluant les frais de location du stade, arbitre, sécurité, etc., soit 10 000 euros par fédération. Vrai ou faux, la balle est déjà partie loin. Il revient à l'incriminé et ses acolytes de faire un effort de tirer cette affaire au clair pour lever le doute qui plane sur l'institution dirigeante de notre football. Avec cette affaire de surfacturation, l'on se demande si l'équipe de Mamadou Antonio Souaré, le nouveau président de cette institution, pourra vraiment remettre les choses sur les rails en mettant fin à des vieilles habitudes comme celles-ci qui ont toujours traîné le football guinéen. Sur le continent, dans l'actualité en République démocratique du Congo, l'ONU appelle les différentes parties à mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre 2016. Malgré la nomination du Premier ministre de la Transition, les tensions persistent encore au sein de l'opposition politique. Suivez. Les Nations Unies appellent à la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016 pour la transition politique en République démocratique du Congo. La communauté internationale exhorte les différentes parties à éviter les manifestations meurtrières de 2015 ainsi que l'aggravation de la violence des milices observées. J'en appelle aux parties prenantes pour qu'elles mettent en œuvre scrupuleusement l'accord du 31 décembre afin de créer les conditions pour la tenue d'élections transparentes, inclusives et pacifiques à travers le dialogue et dans la recherche constante du consensus. Je les exhorte à s'abstenir de toute action susceptible de conduire à des violences. Les tensions politiques se poursuivent malgré la nomination du Premier ministre en République démocratique du Congo. Divisée en deux tendances, l'opposition regroupée au sein du rassemblement ne parvient pas à s'accorder sur la suite de la mise en application de l'accord de décembre 2016. Ma délégation estime pour sa part que le Conseil doit se garder de s'immiscer dans le conflit qui prévaut au sein du rassemblement. Conflit dont votre Conseil ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. En vous prononçant pour une aile du rassemblement, comme certains d'entre vous viennent de le faire, vous risquez de raviver ces conflits. Nommé le 7 avril 2017, le nouveau Premier ministre Bruno Tibala est déjà contesté par une partie de l'opposition en République démocratique du Congo. La nomination du Premier ministre de transition était censée mettre fin à plusieurs mois de blocage et sortir le pays de la crise politique dans laquelle il est plongé depuis 2015. À noter que l'accord du 31 décembre 2016 prévoit une congestion du pays jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle en décembre 2017. Restons toujours dans la région pour dire que c'est l'un des plus grands lacs du continent et le seul ayant la capacité de produire de l'électricité à partir du gaz méthane qu'il contient. Long de 89 km, le lac Kivu se situe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays voisins qui ont signé un accord d'exploitation commune de ce gaz dans le but de produire de l'électricité. Regardez. Sous cette eau verdâtre repose le gaz de méthane
une ressource naturelle comportant du dioxyde de carbone. Pour la mise en valeur du lac Kivu, un projet d'exploitation commune a fait l'objet d'un accord entre les deux pays qui les partagent, à savoir la RD Congo et le Rwanda. L'un des plus grands lacs du continent, le lac Kivu est aussi l'un des rares susceptibles de produire de l'énergie électrique. Le lac Kivu a le gaz méthane qui dans la partie du Congo n'est pas exploité. Et comme ça peut un jour se révéler comme un lac tueur, comme on a vu le lac Nyos au Cameroun qui avait tué dans les années 80 des gens. C'est-à-dire lorsque vous approchez le lac, vous tombez et vous mourrez. Parce que vous avez inhalé le gaz méthane. D'une profondeur moyenne de 240 mètres, 2700 km² de superficie et 89 km de longueur, le lac Kivu peut générer des revenus dans les caisses de l'État par l'exploitation de gaz de méthane, source d'énergie électrique. Son exploitation va baisser la concentration de cette substance toxique qui affecte dangereusement la biodiversité et met en danger les populations environnantes. L'avantage de l'exploitation de ces gaz méthane, évidemment, reste que ça réduit sensiblement la toxicité des eaux du lac Kivu. Comme vous le savez, ce lac n'a pratiquement pas de poissons à cause de la présence du gaz méthane. Alors que la RDC traîne encore les pieds quant à l'exploitation du gaz, le Rwanda a inauguré au mois de mai 2016 une centrale électrique, le Kivuwatt, qui produit 26 MW d'électricité. En attendant d'emboîter les pas à son voisin, la RDC n'utilise ses précieux patrimoines que pour la pêche artisanale et comme voie de transport où flottent des petits et moyens navires. En Éthiopie, l'entreprise Friendship Agro-Industrie s'investit dans le commerce de volailles. L'entreprise a été fondée par 3 amis en 2010. À ce jour, elle réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 millions de dollars avec près de 20 000 poulets. Suivez. À Oromia en Éthiopie, le commerce de volailles est en plein essor, une région au cœur de l'industrialisation. C'est à travers Friendship Agro-Industry, une entreprise qui exploite une ferme avicole. Elle a été fondée en 2010 par un groupe de 3 amis qui ont profité de la forte demande pour développer leur affaire. We started with 80 chicken of layers. Now we have about... Nous avons commencé avec 80 poulets de souche. Nous avons un chiffre croissant avoisinant actuellement 16 000 poules. Nous embauchons environ 80 personnes. Au cours de ces années, notre ferme a énormément progressé. L'entreprise propose aussi des produits agroalimentaires à base de volailles ainsi que d'autres aliments en rapport avec l'aviculture. Avec près de 100 millions d'habitants, le marché éthiopien est très prometteur, ce qui nécessite des produits de bonne qualité. Je suis venu ici pour acheter 255 poulets et 2400 œufs. La principale raison pour laquelle j'achète mes produits ici, c'est leur qualité, ce qui signifie que nous distribuons des poulets sains à nos clients. Friendship est devenu une référence en termes de distribution de produits alimentaires en Éthiopie. C'est un chiffre annuel de vente avoisinant 1,6 million de dollars et ses fondateurs prévoient en 2017 1,7 million de dollars de chiffre d'affaires. L'entreprise collabore avec plusieurs fournisseurs et travaille à élargir ses partenaires dans tout le pays ainsi que ses activités de sensibilisation sur l'éthique avicole. En interactualité, alors que nous sommes justement dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle en France, de nombreux électeurs seraient inscrits non pas sur une, mais sur 2 listes électorales, en raison d'erreurs administratives, 2 cartes d'électeurs et la possibilité d'aller voter à 2 endroits différents. 500 000 personnes seraient concernées par cette situation en France. Regardez. Le jour du scrutin, il y a ceux qui s'abstiennent et ceux qui pourraient peser 2 fois plus lourd. Certains électeurs ont reçu 2 cartes électorales dans 2 communes différentes. Ils peuvent théoriquement voter 2 fois. Sur les réseaux sociaux, les témoignages s'accumulent. 500 000 personnes seraient concernées. Et sur ce marché francilien, pas besoin de chercher bien longtemps. Je me suis inscrit à Versailles. Et j'ai reçu ma carte et je suis inscrit à la maison de campagne où je suis, où j'ai aussi ma carte. Donc je peux voter 2 fois, mais vous voyez, donc ça fausse les résultats, ça fausse tout. Alors que 4 candidats sont au coude à coude dans les sondages, une erreur de cette ampleur intrigue.
Normalement, lors d'un déménagement, la mairie de la nouvelle commune prévient l'INSEE, qui le signale à la ville d'origine pour que l'électeur en soit radié. Mais les failles sont récurrentes car plus de 85% des mairies utilisent encore des formulaires papier. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ça existe puisqu'à chaque fois qu'il y a révision, il peut y avoir des loupés ou des radiations qui ne se font pas. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est peut-être sur le volume d'électeurs concernés. 500 000, c'est quand même un chiffre assez significatif. Le nombre d'inscriptions et le délai serré avant cette élection présidentielle peuvent expliquer les dysfonctionnements observés. Mais attention, voter 2 fois est bien une fraude punie par la loi, jusqu'à 15 000 € d'amende et 2 ans de prison. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous pouvez également retrouver cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinée.com et aller sur Journal. Au revoir.